Bien, bonjour à tous, bienvenue au webinaire Cyrano sur l'heure du midi, en fait, qui va nous présenter aujourd'hui un rapport de projet qui vient de sortir à Cyrano sur les facteurs qui entravent ou facilitent l'expansion des PME en croissance rapide de l'industrie bioalimentaire. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Annie Royer et José Saint-Pierre. Donc, je me présente, moi, Ingrid Peigné, directrice principale des partenariats et de la valorisation de la recherche. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir nos deux conférencières. On va peut-être attendre encore une ou deux petites minutes. Il manque une dizaine de personnes qui s'étaient inscrites. Donc, je vous mets en attente encore une petite minute pour attendre les personnes qui souhaiteraient se joindre à nous, puis nous allons démarrer la présentation. Parfait. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, bienvenue au webinaire Cyrano. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc Annie Royer et José Saint-Pierre. Annie Royer est chercheuse et fellow Cyrano depuis 2014, chercheure principale du thème développement durable et agroalimentaire. Elle est professeure également agrégée au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval. Et elle est également titulaire de la chaire d'analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective. Titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, son programme de recherche est pluridisciplinaire et touche l'analyse de la mise en marché collective des produits agricoles, la coordination verticale dans les filières agroalimentaires et les chaînes de valeur, les organisations collectives de producteurs, l'analyse de politique agricole, la qualité des produits agricoles et l'innovation. Nous avons le plaisir également d'accueillir José Saint-Pierre. Madame Saint-Pierre est chercheuse Cyrano depuis 2020 et professeure titulaire au département de finances et économique de l'école de gestion à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est cofondatrice de l'Institut de recherche sur les PME et titulaire de la chaire du Canada sur la gestion de la performance et des risques des PME. Elle est également rédactrice en chef de la revue internationale PME, une revue scientifique. Titulaire d'un doctorat en administration des affaires de l'Université Laval, ses domaines de recherche incluent la gestion financière des PME et la finance entrepreneuriale, la performance des entreprises et les facteurs de risque et de vulnérabilité, l'innovation et l'internationalisation chez les PME et l'évaluation et la gestion des risques des projets et des PME. Donc, elles nous présenteront aujourd'hui les faits saillants du rapport Cyrano, les facteurs qui entravent ou facilitent l'expansion des PME en croissance rapide de l'industrie bioalimentaire. Donc, bienvenue mesdames, et puis je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour nous faire part des faits saillants de ce rapport. Je tiens juste à préciser en fait qu'il y a une période d'échange qui est prévue en fin de présentation. Donc, vous pouvez écrire en tout temps vos questions dans l'outil situé en bas de votre écran Q&R et nous relayerons vos questions en fin de présentation. Donc, je vous laisse la parole, mesdames, pour votre présentation et je vous remercie beaucoup par avance. Merci. Merci beaucoup, Ingrid. Je vais partager l'écran avec une présentation. Ah, vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran. Qu'est-ce que vous pouvez... Exactement, merci. En plein écran, donc tout est beau. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette introduction, Ingrid. Donc, c'est une étude qui a été
en grande partie faite par moi et José, mais j'aimerais, avant de commencer, juste souligner la collaboration de d'autres chercheurs là, à cette étude-là. Donc, il y a Jacques Bertrand, qui est professeur à l'UQTR, qui a participé à la collecte de données, Crispin Enagogo, doctorant à l'UQTR, qui a également participé, Tina Razafin-Drazaka, professionnelle de recherche à l'UQTR, et Daniel Diakité, qui est doctorant à l'Université Laval, qui a également participé, collaboré à cette étude. Donc, moi, je vais débuter. En fait, on s'est séparé un peu les tâches, José et moi. Je vais débuter avec la première partie et puis José va poursuivre vers le milieu là, de la présentation. Donc, on a décidé de structurer notre présentation comme suit. D'abord, on va introduire l'étude et la problématique. Ensuite, on va parler un peu de la revue littérature qu'on a fait et du cadre d'analyse qu'on a utilisé. On va présenter la méthodologie. Ensuite, les résultats et l'analyse, les contributions de l'étude et aussi les limites. Et ensuite, quelques éléments de discussion. Donc, au niveau de l'introduction et de la problématique, je vais juste enlever les images pour mieux voir, excusez-moi. Donc, il faut savoir que le secteur bioalimentaire canadien, il est dominé par les PME, petites moyennes entreprises. C'est 84% des entreprises du secteur qui sont des PME. Il faut aussi savoir qu'il y a le 2/3 des emplois du secteur de la transformation bioalimentaire québécoise qui sont des PME. Donc, il n'y a pas à dire, la croissance du secteur bioalimentaire québécois repose en partie sur les PME. Par contre, les stratégies de croissance sont privilégiées par un pourcentage assez limité de PME, notamment la forte croissance. Pourquoi? Parce que la forte croissance, ça l'amène certains défis, certaines difficultés. La cadence de la croissance, l'expansion que va prendre l'entreprise durant cette période-là va créer des tensions internes à l'entreprise. Ça va aussi complexifier de façon très rapide l'organisation de l'entreprise, ça va faire une pression sur les ressources. Ça demande aux entrepreneurs de constamment s'auto-réorganiser. C'est demandant en énergie d'entrer dans une phase de forte croissance et souvent, ce sont des phases qui durent un certain temps. Ça ne dure pas seulement une journée ou un mois, là. Et de plus, les entreprises à forte croissance vont souvent être fragilisées durant ces périodes-là. Et il y a une augmentation de possibilités de disparition de ces entreprises-là qui a été répertoriée dans la littérature. Donc, l'intérêt des entrepreneurs pour la croissance peut être mitigé parce qu'on est dans des contextes d'incertitude et de risque d'échec élevés. Oups, excusez-moi. La question de recherche qui a guidé cette étude-là, on peut la mettre l'intitulé ainsi. Comment peut-on stimuler la croissance des PME bioalimentaires afin qu'elles puissent être créatrices de richesse et de dynamisme économique? Donc, avant de répondre à cette question-là, juste pour s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde, quelques définitions de concepts. Qu'est-ce qu'une PME et qu'est-ce qu'une PME à forte croissance? Donc, une PME, souvent, on va utiliser des indicateurs quantitatifs pour la représenter, pour la définir. On va la définir comme étant une entreprise qui va y avoir au maximum 250 ou 500 employés. Là, ça dépend des définitions des organisations qui utilisent ces définitions, ou qui vont avoir des revenus de moins de 50 millions de dollars. Mais c'est un peu réducteur et José et moi, dans cette étude-là, on trouve qu'il y a des référentiels qualitatifs qui peuvent nous aider à mieux cerner ce qu'est une PME. On parle d'une entreprise qui a une indépendance de direction. On ne parle pas de filiale ou autre, mais vraiment d'une entreprise qui a une autonomie décisionnelle. Le propriétaire dirigeant va jouer un rôle central dans la PME, ce qui n'est pas le cas dans d'autres grandes entreprises. Et ces entreprises-là vont avoir beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup de diversité. On n'a pas de profil type de PME. Pour ce qui est de la forte croissance, comment qu'on définit une PME à forte croissance? On parle encore une fois de référentiel quantitatif, mais on parle d'une augmentation annuelle des ventes ou du nombre d'employés d'au moins 20% sur 3 années consécutives. On parle d'entreprises aussi qui ont 10 employés et plus et qui sont âgées de plus de 5 ans. On ne veut pas des entreprises qui sont en démarrage et qui ont souvent des croissances assez élevées en phase de démarrage. On veut vraiment que cette définition-là soit appliquée à des entreprises qui ont un certain vécu, mais qui sont quand même en forte croissance.
Il y a deux objectifs qui découlent de notre question de recherche. D'abord, cette étude-là a visé à identifier les attributs de succès et les facteurs d'échec, de blocage des entreprises du secteur bioalimentaire qui ont connu une forte croissance par le passé ou qui sont présentement en forte croissance. Donc, José va y revenir, là, mais on a vraiment deux groupes d'entreprises. Des entreprises qui ont connu une forte croissance par le passé et des entreprises qui en vivent une en ce moment. Et le deuxième objectif, c'était d'examiner et d'analyser les besoins spécifiques en financement, en ressources humaines qualifiées, en ressources informationnelles, en ressources sociales de ces entreprises-là, dont la satisfaction faciliterait leur développement et leur pérennité. Donc, j'entame maintenant la section sur la revue de littérature et le cadre d'analyse. Donc, il faut savoir que la croissance chez les PME, ce n'est pas la norme. C'est un objectif qui est visé par moins de 25% des chefs d'entreprise selon la littérature. Et quand on parle de forte croissance, la définition dont je vous ai donnée tout à l'heure, c'est moins de 5% des chefs d'entreprise qui recherchent la forte croissance. Et le secteur, le produit et la rentabilité ne sont pas des déterminants significatifs de ce choix pour la forte croissance. Je le disais d'entrée de jeu, la forte croissance, là, ça l'amène beaucoup de défis. Ça l'amène des turbulences dans l'entreprise, de l'incertitude, une pression sur les ressources. On a besoin de plus de ressources pour répondre à cette croissance-là. Souvent, une diversification des activités, une étendue plus grande aussi des activités. Une augmentation de la fréquence des innovations, des entreprises très dans l'innovation, très innovatrices. Une organisation qui va se complexifier rapidement. Donc ça, c'est vraiment des défis très importants, la forte croissance. Et c'est ce qui explique peut-être aussi le taux d'échec élevé de ces entreprises-là. Il y a une étude qui a été faite en Nouvelle-Zélande en 2017 qui montre que les entreprises à forte croissance, les PME à forte croissance, ont un taux de disparition 4 fois supérieur aux autres. Maintenant, l'état des connaissances sur les PME à forte croissance. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites quand même sur les PME à forte croissance parce qu'on essaie de trouver c'est quoi leur truc, leur succès et de reproduire les bénéfices de ces entreprises-là dans les différentes régions du monde. C'est des entreprises qui sont bénéfiques au niveau de la création d'emplois, de la création de richesses. Donc, on essaie de reproduire ce modèle-là. Par contre, c'est difficile de généraliser les résultats de ces études-là et les résultats observés. Pourquoi? Parce que dans les différentes études, on utilise des définitions, des mesures de la croissance qui sont différentes. La plupart des études utilisent une approche spécifique et non pas une approche globale, et ça, je vais y revenir. Il y a aussi toute la question de la diversité, de la singularité des contextes, que ce soit au niveau des secteurs économiques ou que ce soit au niveau des régions, des pays. Et on remarque aussi que la plupart des études étudient des secteurs où c'est comme plus d'emblée, on va penser tout de suite à de la forte croissance, comme la haute technologie, les secteurs à très forte valeur ajoutée. On pense moins à faire des études sur les secteurs traditionnels, comme le secteur bioalimentaire, qui vont être moins étudiés. Donc, il y a beaucoup de travaux qui vont s'intéresser dans l'étude des PME à forte croissance à la capacité de ces entreprises-là à entreprendre la forte croissance et moins sur la volonté de l'entrepreneur d'entreprendre cette croissance-là. Or, la croissance, c'est le résultat d'une combinaison de la volonté des entrepreneurs, parce qu'on le voit, c'est des défis importants, et d'une capacité aussi de l'entreprise. Donc, on parle de la volonté de l'entrepreneur de vouloir affronter cette incertitude-là, ces défis-là, et d'une capacité de l'entreprise, de ses ressources, de ses compétences disponibles, accessibles. Ça va dépendre de l'entreprise là, et de son écosystème. Donc, dans cette étude-là, nous, on a décidé de prendre en compte ces deux éléments-là, la volonté et la capacité. Donc, on a vraiment une approche beaucoup plus globale que la plupart des études qui sont faites sur les entreprises à forte croissance. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'utiliser le modèle des 3 E
de Paturel, qui est un modèle d'aide à la décision là, des entrepreneurs et qui identifie les déterminants de la croissance des entreprises. Donc, le modèle Paturel des 3E, ben, il est représenté ici. C'est un modèle qui a l'avantage de permettre une analyse systémique, multidimensionnelle, à cause des 3E. Donc, le premier E, l'entrepreneur. On va regarder des éléments comme le profil sociodémographique de l'entrepreneur, ses caractéristiques cognitives, son parcours professionnel, son expérience, son style de gestion, collégial ou pas. Le deuxième E, qui est pour entreprise, donc le profil sociodémographique de l'entreprise, sa stratégie, ses ressources, ses capacités. Et le troisième E, l'environnement, donc la localisation de l'entreprise, son accès aux ressources, le secteur dans lequel elle évolue, la concurrence du secteur, du créneau, la turbulence de l'environnement, les politiques publiques et la réglementation aussi qui font partie de l'environnement de l'entreprise. Et donc, on a trouvé que ce modèle-là était très complet et puis qui venait chercher vraiment cette vision globale qu'on voulait pour bien comprendre les PME à forte croissance dans le secteur bioalimentaire québécois. Donc, c'est à partir de ce modèle-là qu'on a construit notre revue littérature. On a repris chacun des 3E, puis on est allé voir dans la littérature quels étaient les principaux déterminants de la croissance des entreprises. Donc, si on commence avec le déterminant de l'entrepreneur, on retrouve 4 grandes catégories de déterminants. Donc, d'abord, les caractéristiques cognitives de l'entrepreneur, ses intentions de croissance, son ambition, son orientation entrepreneuriale. Par rapport à l'orientation entrepreneuriale, il y a 3 dimensions, là. Il y a la capacité de l'entrepreneur à innover, sa proactivité et son attitude face aux risques. Donc, plus l'orientation entrepreneuriale va être forte, souvent, plus l'entrepreneur va être porté à la croissance. Il y a aussi le déterminant profil sociodémographique, donc la scolarité de l'entrepreneur, son âge et son genre, qui va avoir des effets le plus ou moins importants sur sa volonté de croître, d'aller vers la croissance. Son parcours, son expérience, que ce soit son expérience dans le secteur, mais aussi dans la direction d'une entreprise, et son style de gestion, qui peut être plus individuel, autocratique, collégial. En général, les entreprises à forte croissance vont être plus de style de direction collégiale, là, à travailler avec une équipe. Pour ce qui est des déterminants liés à l'entreprise, alors, 3 catégories de déterminants principaux. Le profil sociodémographique de l'entreprise, donc sa taille, son âge, sa structure de propriété. Souvent, des PME, on parle souvent de structure de propriété familiale. Dans le cas de la forte croissance, ça peut être un atout parce qu'au niveau des ressources humaines, on l'a vu, là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très demandant. Donc, d'avoir des ressources humaines familiales peut venir soutenir un peu cette forte croissance-là dans certains cas. La stratégie de l'entreprise, son orientation, est-ce que c'est une orientation plus marché, orientation plus client, une orientation plus exportation vers l'international? Et ses ressources, ses capacités, donc ressources humaines et capital humain, ses ressources financières, le type de financement auquel elle va avoir accès. Souvent, dans les entreprises à forte croissance, le financement bancaire, c'est pas ce qui est l'idéal, hein, parce que souvent, c'est une forme de financement qui va demander des obligations fixes, ce que les entreprises à forte croissance ont un petit peu de difficulté là, à gérer. Mais le capital un accès à un capital de risque, par exemple, ou des sources institutionnelles, des sources de financement institutionnel ou individuel comme des anges financiers qui vont aussi amener, en plus de l'argent, des conseils, des connaissances, des réseaux. C'est peut-être des formes de financement là, qui vont, dans le cas des entreprises à forte croissance, qui vont être à préférer, à encourager. Les ressources technologiques de l'entreprise, son capital social, ses réseaux, ses collaborations, sa capacité à se distinguer, sa capacité d'innovation et aussi à affronter l'incertitude. Ce sont tous là, des déterminants qui peuvent avoir une influence sur la capacité, la volonté de l'entreprise de croître, d'aller vers une forte croissance. Et le dernier E, l'environnement.
Donc, encore une fois, trois catégories de facteurs, la localisation et l'accès aux ressources. Donc, tout dépendant de la capacité de l'entreprise d'avoir accès à une matière première, un accès au marché, d'avoir tout près dans son environnement là, un incubateur d'entreprise ou de l'accompagnement comme du mentorat, des organisations, des institutions qui peuvent l'aider aussi à innover, à développer des habiletés, des compétences. Ça va affecter là, sa capacité de croître. Il y a des facteurs sectoriels, comme le secteur d'activité dans lequel l'entreprise évolue, la concurrence, la turbulence du secteur. Dans notre étude, on parle d'océan bleu et d'océan rouge. Peut-être que certains d'entre vous avaient déjà entendu parler de ces termes-là. Un océan rouge, c'est souvent dans des secteurs plus matures. Donc, la concurrence va être très vive. Les acteurs sont en place depuis un moment. Les opportunités sont moindres, mais on est dans un cadre plus certain. Alors que dans un océan bleu, il y a moins de concurrence. On est souvent dans des secteurs de produits émergents. Donc, beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup d'incertitudes et beaucoup de risques d'échec. D'autres facteurs sectoriels peuvent aussi être la présence de clusters ou de créneaux. Et enfin, des facteurs macroéconomiques, politiques, réglementaires, comme la croissance de la population, ça vient avec la demande, les interventions des pouvoirs publics et la réglementation. Je vais revenir sur le point de la réglementation parce que c'est quand même particulier dans le secteur bioalimentaire. Et en plus de ces facteurs qui peuvent avoir un effet sur la croissance, on a aussi regardé les barrières à la croissance. Ça fait vraiment l'autre ballon là, pour avoir un portrait le plus global possible des entreprises à forte croissance. Donc, les barrières sont définies par tout facteur ou conditions internes ou externes qui limiteraient le potentiel de croissance chez les entreprises qui souhaitent faire évoluer leur activité. Les barrières peuvent être des perceptions qui vont influencer les entrepreneurs à ne pas adopter de stratégie de croissance, mais ça peut être aussi des situations réelles qui ont été vécues par ces entreprises-là par le passé lors de périodes de croissance qu'ils ont vécues. Donc, on a répertorié trois principaux types de barrières au niveau pas trois principaux types, c'est-à-dire qu'on a répertorié des barrières selon encore nos trois E, entrepreneur, entreprise et environnement. Au niveau de l'entrepreneur, la peur de l'échec peut être une barrière à la volonté de croissance. La volonté aussi, le refus de croissance. Il y a certains entrepreneurs qui ne veulent pas se lancer dans de la forte croissance. Les habiletés managériales, hein, comme je le disais, ça complexifie la forte croissance, là, la gestion de l'entreprise. Donc, il faut de bonnes habiletés pour se lancer dans cette aventure-là. La volonté de contrôle. Donc, un entrepreneur qui veut vraiment garder un fort contrôle va être moins prompt à s'engager dans des stratégies de forte croissance parce qu'il y a des risques de perte de contrôle. Au niveau de l'entreprise, les capacités de gestion de l'entreprise, donc ces ressources en la matière, les ressources humaines, les compétences, les ressources financières auxquelles a accès l'entreprise aussi peuvent être des obstacles à la croissance et son environnement. Les politiques publiques peuvent être une entrave, la réglementation, la localisation de l'entreprise et tout ce que va apporter son écosystème peuvent être aussi des barrières à se lancer dans de la forte croissance. Quelques mots aussi sur la particularité du secteur bioalimentaire. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur les PME à forte croissance dans ce secteur-là. À mon avis, là, l'étude qu'on a fait est une des plus qui va le plus en détail et qui est la plus élargie là, de la littérature. Il y a certaines particularités qui peuvent peut-être influencer les entreprises, les entrepreneurs à aller vers de la forte croissance ou de la façon dont ils vont la vivre, ils vont la mettre en place. Là. D'abord, le secteur bioalimentaire, il y a une grande diversité d'activités dans ce secteur-là. Les sous-secteurs vont évoluer vraiment à des rythmes très différents. Nous, on l'a vu dans nos entreprises. Là, on a beau être dans le secteur bioalimentaire, mais on a une diversité d'entreprises incroyable. La nature des activités de ce secteur-là entraîne des difficultés de recrutement. On parle souvent d'emplois soit saisonniers, avec des horaires atypiques, avec des pics d'utilisation de main-d'œuvre à certains moments, parce que souvent on est dans des productions saisonnières, du travail physique quand on parle d'entreprises là, qui font et de la production et de la transformation, des producteurs transformateurs, là, il y a quand même un volet de production important, un travail physique qui peut être difficile. C'est des entreprises dans ce secteur-là qui utilisent la technologie à des degrés très variables. Donc, des entreprises qui ont pratiquement aucune technologie et d'autres qui vont quand même aller vers beaucoup d'automatisation, voire même de la robotisation, mais quand même très peu.
mais on voit quand même un degré variable d'utilisation de la technologie. Une réglementation importante, plus importante que dans d'autres secteurs économiques. Pourquoi? Ben, vous vous doutez peut-être là, les risques sanitaires et ces risques-là peuvent ne pas être compris par les bailleurs de fonds, les collaborateurs qui sont dans ce secteur-là. Les nouvelles tendances et comportements des consommateurs qui peuvent vraiment changer très rapidement leur comportement de consommation lié à leur santé mais revenir aussi très rapidement à leurs anciennes habitudes, donc des comportements, des modes alimentaires qui peuvent rendre peut-être l'évolution dans ce secteur un peu difficile. Et les PME canadiennes qui, selon en tout cas notre étude, montrent qu'il y aurait plus de contraintes et selon aussi la revue littérature, là, les PME canadiennes auraient plus de contraintes réglementaires que dans d'autres pays. Et ça, bien que nos entrepreneurs trouvaient ça parfois difficile de respecter la réglementation, certains ont quand même dit que ça les aide à être plus compétitifs sur les marchés internationaux parce que une fois qu'ils respectent les règles, les normes canadiennes, ils sont prêts à affronter les normes internationales facilement. Donc, juste avant de passer la parole à Josée, quand on pense à une PME en forte croissance, à quoi on pense en général, là? On va penser à une entreprise où il y a un propriétaire dirigeant très scolarisé, qui a voyagé, qui dispose d'un large réseau. On pense à une entreprise jeune, petite, flexible. On pense à une entreprise qui est axée sur l'utilisation des technologies, d'un environnement numérique, qui embauche du personnel hautement qualifié. On pense à des départements de recherche et développement. On pense à des collaborations avec des centres de recherche. On pense à une clientèle internationale. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est du secteur bioalimentaire? Souvent, c'est pas trop l'image de ce qu'on fait, le portrait que je viens de vous dresser, là, c'est pas trop l'image de ce qu'on a des entreprises dans le secteur bioalimentaire. Donc, pour répondre à ces questions-là, qu'est-ce qu'il y en est maintenant dans le secteur bioalimentaire des entreprises à forte croissance? Je passe la parole à Josée Saint-Pierre qui va poursuivre avec vraiment l'analyse comme telle. Merci Annie. Alors, en fait, on va passer à la suivante. Donc, en fait, au départ, lorsqu'on a fait la recension de littérature, c'était assez clair que les entreprises, que l'image que Annie vient de présenter de la PME à forte croissance, c'est quand même une image qui est dominante dans l'imaginaire et aussi dans la recherche. Ce qui fait que lorsqu'on veut étudier un secteur qui est plus traditionnel, c'est difficile de prendre la littérature et de la transposer à notre secteur puisque la littérature n'a pas été construite sur ce secteur-là. Donc, je vais revenir, ça va justifier en fait notre choix méthodologique. Donc, l'objectif, c'est de comprendre ce qui facilite ou entrave la croissance forte, des PME du secteur. Il n'y a pas beaucoup de travaux de recherche sur les PME du secteur. On a un secteur particulier. Il y a peu de travaux aussi qui adoptent une approche globale. Et le plus important dans notre approche globale, donc on a représenté notre petit modèle en haut, c'est le fait qu'on tienne compte à la fois de l'entreprise, de l'environnement et de l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur, quand on dit que la croissance est une question de volonté et de capacité, on voit beaucoup de PME qui ont des capacités, mais un entrepreneur qui n'a pas la volonté. Pour des raisons humaines, pour des raisons personnelles, pour des raisons de son environnement, des raisons familiales. Mais ça, c'est lui l'entrepreneur, c'est lui le chef d'entreprise, donc c'est lui qui fait les choix pour l'entreprise. Et ça aussi, c'est un élément particulier des PME. Donc, le rôle central que joue le propriétaire dirigeant, si on faisait une étude sur des PME, sur des entreprises qui ne sont pas des PME, on aurait des résultats complètement différents. Parce que le dirigeant principal de l'entreprise n'aurait pas le même profil que celui du chef de PME, où là, sa personnalité est beaucoup plus importante dans l'avenir et le développement de l'entreprise. Donc, comme on vient de dire, les connaissances favorisent davantage les jeunes entreprises technologiques et aussi localisées dans des environnements qui sont favorables. Donc, des environnements munificents, c'est-à-dire c'est des environnements qui offrent à peu près toutes les ressources dont ont besoin les entreprises. Alors, lorsqu'on parle aussi de ressources, on parle de ressources possédées, mais de ressources accessibles aussi. Donc, le fait de pouvoir, le fait, par exemple, d'avoir dans son environnement une université. Alors là, ça nous donne accès à des diplômés universitaires plus facilement que si l'université est loin de notre région.
Donc, pour ces raisons-là, on va adopter une approche qualitative. Euh, En fait, l'état actuel des connaissances ne nous aurait pas permis de construire un outil de collecte de données pour faire une étude quantitative puisqu'il nous aurait manqué plein d'informations sur la réalité des PME du secteur. Et ce sont ces réalités-là qu'on est allé chercher par notre étude qualitative, où l'idée, en fait, c'est de faire parler les entrepreneurs, recueillir leurs témoignages. Alors, forcément, il n'y a aucune généralisation qui est possible à partir de nos résultats. Je dirais qu'il y a quelques éléments qui sont communs aux entreprises, mais il y a des particularités qui nous amènent à voir un peu d'une façon un peu différente les facteurs clés. Prochaine. Alors, notre méthodologie, en fait, au départ, c'est une étude qui était faite, c'est une étude commanditée. Donc, on avait deux volets de PME à regarder. Alors, comme Annie l'expliquait tout à l'heure, des PME qui ont terminé leur croissance parce qu'on voulait avoir des entrepreneurs, des propriétaires dirigeants qui avaient du recul par rapport à la situation qu'ils ont vécue. On avait aussi l'intention de rencontrer des dirigeants qui sont maintenant dans une période de forte croissance parce que là, ils sont plus près des défis, donc ils les vivent au quotidien, et aussi d'essayer justement de leur demander elles sont où les sources de pression les plus importantes, et finalement voir avec des experts de différents domaines à avoir un autre regard, si on veut. Donc, un regard complémentaire, les propriétaires dirigeants d'un côté, les experts d'un autre. Et pour aujourd'hui, on se concentre sur les PME. Donc, on travaille essentiellement, les résultats qu'on vous présente sont sur nos deux groupes de PME. Alors, on a réalisé des entrevues individuelles avec un questionnaire qui a été développé. Donc, à partir de ce que vous avez vu, le contenu du questionnaire est conforme à ce que Annie a présenté. C'était des entrevues semi-dirigées. Donc, on devait à l'occasion ramener les propriétaires dirigeants sur les informations qu'on cherchait. Ils ont été très généreux d'ailleurs dans leurs témoignages. Parfois, ça débordait, donc de 60 à 90 minutes d'entretien enregistré. Les entrevues ont été réalisées en janvier et novembre 2019, donc on est avant la pandémie, donc ça, on va revenir à la fin. Par contre, par rapport à ce qu'on a présenté, le secteur bioalimentaire, c'est un secteur où la croissance moyenne est quand même pas très forte. Alors, de chercher des entreprises qui avaient 20% de croissance sur 3 années consécutives, on n'en a pas vraiment trouvé. Alors, il a fallu descendre ce seuil à 15%. On avait aussi des entreprises de moins de 10 employés parce qu'en moyenne, les entreprises sont relativement petites. Et aussi, on a eu quelques entreprises en démarrage qu'on a conservées dans l'étude parce que ce sont des entreprises qui sont dans des secteurs émergents. Donc là, on avait l'occasion justement d'avoir un coup d'œil de ce qui se passe dans les nouveaux secteurs puis avec les nouvelles tendances comme les produits véganes, par exemple, toutes les tendances bio, elles sont là depuis un certain temps, mais on voulait questionner les dirigeants sur ces réalités-là. Est-ce que ça imposait plus de contraintes que dans des secteurs un peu plus matures? Annie? Alors, du côté des résultats, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a un groupe de croissance. Donc, on a rencontré un premier groupe qui avait terminé leur croissance. Il y a un deuxième groupe où la croissance était en cours au moment de l'entretien. Donc, ils avaient déjà fait 3 ans, mais c'était pas terminé. On va fusionner ces deux groupes-là simplement pour des raisons d'échantillon. C'est quand même un petit groupe au total. Qu'est-ce qui distingue les deux groupes? Est-ce que notre fusion est problématique? Pas vraiment. On voit que la croissance, celle où la croissance est terminée, elles étaient en croissance dans les années 2010-2015, 2000-2015, pardon. Donc, il y avait à ce moment-là une offre de financement institutionnel qui était moins développée que celle qu'on a aujourd'hui. Donc, évidemment, ça a des impacts sur les entrepreneurs. Il y avait moins de programmes de soutien aussi pour le développement des PME. Aujourd'hui, il y a une offre de programmes qui est très, 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 très importante et assez diversifiée aussi. Et à l'époque, il y avait des difficultés d'accès à la main-d'œuvre, mais pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de pénurie de main-d'œuvre qui est généralisée.
Alors qu'à l'époque, donc pour celles qui ont connu une croissance par le passé, les difficultés étaient beaucoup plus individuelles sur chaque entreprise, soit à cause de la localisation, soit à cause du type d'emploi recherché, ou parce que les PME offraient peu d'avenir aux employés. Donc, ceci nous amène à fusionner nos deux groupes pour avoir 18, un échantillon de 18, Annie, qu'on représente comme ça. En fait, on a le premier constat qu'on fait, évidemment, on n'a pas de profil type. Alors, on n'est pas capable de dégager le profil type d'une PME à forte croissance du secteur bioalimentaire. Le premier élément, on a des entreprises qui ont moins de 5 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les entreprises émergentes. 6-24 ans, c'est à peu près ce qu'on s'attendait, mais on a des entreprises qui ont plus de 25 ans, alors que la littérature nous amène plutôt à regarder des jeunes entreprises. Plus l'entreprise vieillit, plus elle se devient un peu figée dans ses procédures et moins la croissance est forte. Ça, c'est documenté dans la littérature. Et ici, on a eu des entreprises plus âgées, mais évidemment, ça s'explique par une nouvelle direction, par un changement de direction et aussi un changement d'orientation. Alors, il y a des éléments explicatifs. La taille de l'entreprise, même chose. On s'attendait à des entreprises relativement petites, donc entre 10 et 50, 60 employés. On a quand même une ou deux entreprises de plus de 100 employés. Alors, ça aussi, les entreprises plus âgées sont aussi plus grandes. Et on revient à notre explication qui est probablement due au changement de direction. Avec ce qui a été présenté par Annie, on attend la croissance dans des secteurs turbulents, entre autres, parce que la turbulence, qu'est-ce qu'elle fait? La turbulence, c'est le fait c'est les changements qui sont constants dans un domaine d'activité. Alors, soit que les technologies changent, soit que les besoins des consommateurs changent et ainsi de suite. Ce qui amène les entreprises, ce qui oblige les entreprises à plus d'innovation, plus de renouvellement. Mais en même temps, cette turbulence-là fait naître des opportunités. Alors, c'est pour ça qu'on s'attend à des facteurs de croissance, c'est-à-dire à des pourcentages de PME en croissance plus importants dans les secteurs turbulents. Alors qu'ici, c'est le contraire qu'on a. On a des entreprises dans des secteurs relativement peu turbulents. Par contre, les PME, ces entreprises-là sont sur des marchés de niche. Alors, ce sont pas on n'est pas avec un Apple, par exemple, qui a un marché mondial que tout le monde veut attaquer. On est sur des petits marchés, ce qui permet la forte croissance. Donc, en résumé, localisation, zone urbaine, Montréal, Québec, beaucoup de zones non urbaines. Exportation, oui et non. Donc, la moitié des entreprises le font, la moitié ne le font pas. Certaines ne le font pas simplement pour des raisons de réglementation, mais elles ont vraiment l'ambition de le faire pour la plupart qui ne le font pas. Les types de secteurs, comme je disais, émergents et secteurs traditionnels. Et finalement, degré de transformation, donc première ou deuxième transformation, c'est bien réparti. Et des entreprises qui font de la première et de la deuxième transformation. Annie? Alors, le contexte, si on décrit un peu maintenant ces entreprises-là, évidemment, les données sont confidentielles, donc on ne peut pas faire de présentation des cas individuels ni identifier leurs produits. Certaines entreprises ont peu de concurrents au Québec, donc elles seraient très faciles à identifier juste par la description des produits. Donc, on a des produits alimentaires nouveaux. Donc, on a des entreprises qui ont créé un marché radicalement là au Québec. On a aussi des entreprises qui sont dans des secteurs matures, secteurs en mutation dans certains cas. Par exemple, secteur traditionnel qui était relativement stable. Et là, tout d'un coup, il y a eu un changement dans les habitudes des consommateurs. Puis là, on s'est recentré sur des produits naturels vendant une image santé. Donc, on a ça. On a des entreprises. L'avantage concurrentiel principal de chaque entreprise, c'est une question qu'on posait. Évidemment, on leur demande, qu'est-ce qui fait que votre client principal achète chez vous? Alors, le premier élément qui est sorti pour toutes les entreprises, c'est la qualité. Et ça, c'est une recette qui ne ment pas. Si on veut persévérer dans la croissance, il faut absolument fournir des produits de qualité. Des entreprises flexibles qui sont capables de s'ajuster très rapidement parce que la croissance va vite et la croissance aussi n'est pas toujours prévisible. Donc, ça demande de la flexibilité et clairement un important service à la clientèle. Donc, ça aussi, ça nous a été dit par tout le monde. Alors, ce qui est intéressant de l'avantage concurrentiel, c'est que personne ne nous a parlé d'innovation. Donc, on a parlé vraiment beaucoup plus de
qualité, service à clientèle, donc satisfaire les besoins des clients. Alors, l'innovation pour eux, c'est pas le moteur de leur développement, même s'ils en font pour être capables de produire de la qualité et du service à la clientèle. Ce sont toutes des entreprises innovantes. Propriétaires dirigeants, on a des fondateurs. Et on a aussi des gens qui ont repris une entreprise dans un contexte familial et d'autres qui sont des propriétaires dirigeants, des propriétaires qui ont acheté des entreprises existantes. Donc, nos entreprises plus âgées, entre autres, sont dirigées par des gens qui n'étaient pas les fondateurs. Diversité alors, qu'est-ce qui a motivé la croissance ou qu'est-ce qui a poussé la croissance? Différentes choses. Alors, il n'y a pas un modèle unique. Alors, nouvelle équipe de direction, nouveau marché, des changements organisationnels qui ont permis on va le voir tout à l'heure, là, de pousser davantage sur des capacités qu'on avait déjà, mais qu'on n'avait pas utilisées. Des investissements, dans certains cas, des investissements dans l'automatisation des procédés de fabrication et des changements de tendance dans l'entreprise. Alors, on a des entreprises qui sont aussi dans les secteurs, les sous-secteurs dans les boissons, céréales, produits végétariens, des fruits et légumes aussi. C'est les secteurs qu'on a le plus là parmi nos 18. Alors ici, je vais reprendre les 3 E qu'on avait avec nos résultats, mais où vous voyez par les couleurs sont contrastés. En noir, ce qu'on retrouve, c'est quels sont les résultats qui sont conformes à la littérature et en bleu, quels sont les résultats auxquels on s'attendait pas. Donc, ça nous permet de voir justement, de confirmer en fait l'intérêt de cette démarche qualitative-là. Donc, au niveau de l'orientation stratégique, on a parlé d'une orientation axée sur la croissance, sur la proactivité, sur l'innovation, la prise de risque. Alors oui, on a des dirigeants évidemment qui voulaient une croissance. Ils sont tous proactifs, donc ils sont en avant de leur marché et non pas réactifs, c'est-à-dire qu'ils réagissent pas aux autres. Ils sont plutôt meneurs et qui ont de l'innovation continue. On parle beaucoup d'amélioration. Donc, l'innovation continue, c'est pas de l'innovation radicale, c'est de l'innovation marginale, mais dans différents domaines. Alors, ce à quoi on s'attendait pas, c'est qu'ils sont prudents. Alors, on s'attendait parce que l'orientation entrepreneuriale qu'on a parlé tout à l'heure, il y a 3 éléments. La proactivité, l'innovation et la prise de risque. Puis on s'attend à des gens preneurs de risques, mais ici, on a plutôt des gens les preneurs de risques, souvent, c'est des gens qui improvisent, puis s'ajustent rapidement. Mais ici, on a des gens qui improvisent très peu, qui planifient, qui sont généralement prudents. Et pourquoi ils ont cette prudence-là? Un élément très important pour eux, c'est la notoriété et l'image de l'entreprise. Donc, ils veulent pas que certains ont connu des difficultés de croissance parce que la qualité a été altérée par des employés qui avaient pas été bien sélectionnés, si on veut. Et je pense que l'élément le plus important à retenir pour ces PME, c'est que le dirigeant, il tient absolument à la qualité et à l'image de son produit. Donc, ça, ils sont tous très fiers de leurs produits et ça ressort. Donc, c'est pour ça qu'ils vont contrôler beaucoup leur croissance. Expertise et expérience, on en a parlé. Donc, bonne connaissance de l'activité, des tendances de l'écosystème et des réseaux. Ça, évidemment, dans forte croissance, ça permet de réduire l'incertitude. Donc, plus on a une connaissance de ce qui s'en vient, plus on est capable de préparer l'entreprise. Ce qu'on a trouvé, à notre grande surprise, c'est qu'on a des entrepreneurs qui n'avaient aucune connaissance du domaine. Donc, ce sont des domaines qu'ils ont développés à partir de zéro, aucune connaissance. Évidemment, pas de connaissance du domaine, pas connecté à des réseaux non plus. Par contre, il y a une forte capacité d'apprentissage. Donc, ce sont des gens qui, 2 cas entre autres, là, qui n'ont pas hésité à aller à l'étranger pour parfaire leurs connaissances ou aller voir des experts pour les aider dans leur domaine. Parce qu'ils ont dû le faire parce que l'écosystème ici ne leur permettait pas d'aller chercher ce dont ils avaient besoin. Donc, persévérants, résilients, on peut se tromper et ils recommencent. Alors, ça, c'est très intéressant comme résultat. L'expérience, bon, comme ça a été dit tout à l'heure, forte expérience en gestion, évidemment, ça aide à planifier les ressources, ça aide aussi à gérer les défis connus de la croissance. Par contre, on a des dirigeants qui n'avaient aucune expérience en gestion d'entreprise. Ça aussi, c'était pas du tout attendu, compte tenu des défis, de la complexité d'une organisation en croissance, on s'attend à avoir des gens qui sont capables justement de devancer les situations. Alors ici, on a des gens qui apprennent vraiment les 2 mains là dans la pâte pour lorsqu'il y a un défi qui arrive.
ils le prennent à ce moment-là. Ils sont très flexibles, capacité de s'ajuster rapidement, c'est vraiment les qualités essentielles, et recours à des mentors. Ça, c'est important. Les mentors, c'est très présent aujourd'hui, mais ça l'était moins, beaucoup moins chez les PME qui étaient en croissance dans le passé. Style de direction bicéphale. Alors, on a beaucoup de direction en équipe, comité. Donc, on a une gestion qui est décentralisée. On a des gens qui travaillent en équipe. Gestion participative permet d'impliquer le personnel. Par contre, on a aussi des entrepreneurs très individuels qui n'ont pas de réseau, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui n'impliquent pas leurs employés dans la prise de décision. Alors ça, il faut voir que ça, c'est le portrait qu'on donne. Il y a des conséquences à ça. Alors, l'entreprise, maintenant, Annie? Alors, du côté de l'entreprise, alors nos éléments de contenu, stratégie, ressources, réseau, capacité d'innovation, forte orientation client, on en a déjà parlé. Par contre, l'élément qu'on retrouve dans la littérature, c'est que ce sont des entreprises qui vont diversifier leur clientèle, qui vont diversifier leurs produits. Alors, ce qu'on a retrouvé ici, plus les entreprises sont petites, moins elles diversifient les produits parce que le fait d'avoir une gamme de produits plus étendue, ça demande plus d'activités de gestion. La mise en marché n'est pas nécessairement la même. La période où les outils de production sont pas nécessairement les mêmes. Alors, toutes ces activités-là, en fait, pour bien comprendre les défis de la croissance chez les entreprises de transformation, faut comprendre tout le processus de transformation, puis on voit où sont les défis des entreprises. Donc ici, on a plutôt des entreprises qui misent sur, on va maîtriser notre système de production avec les mêmes produits qu'on va améliorer pour satisfaire toujours les besoins de nos clients, mais on va attendre avant de développer des marchés qu'il y ait certains éléments qui soient parfaitement maîtrisés. Du côté des ressources, les compétences clés, on en a dans toutes les entreprises. Par contre, évidemment, plus les entreprises sont âgées, plus elles ont développé leur capacité de gestion, plus c'est facile d'embaucher aussi dans certains domaines. Elles font de la veille, c'est-à-dire qu'elles savent ce qui s'en vient, elles savent aussi qu'est-ce qui se passe du côté de leurs clients et des compétiteurs. Du côté de ce qu'on a trouvé de nouveau, difficulté pour les entreprises plus matures d'entamer des périodes de croissance parce que le personnel n'était pas du tout engagé dans la croissance. Donc là, on a vu des blocages faits par les employés. Alors, donc, ça aussi, ça nous a un peu étonnés. On ne voyait pas vraiment ça dans la littérature. Et ici, il faut comprendre également que la croissance peut amener l'embauche de plusieurs employés sur des délais très courts. Donc, les processus de recrutement sont écourtés, les entrevues qu'on fait avec les nouveaux employés sont écourtées, les processus d'intégration sont écourtés parce que la priorité est à la production et à la vente. Alors, dans ces situations-là, on a des entreprises qui rencontrent des difficultés au niveau des ressources humaines. Du côté des produits émergents, évidemment, il n'y a pas de compétences, alors on a ces difficultés à combler les ressources. Du côté des réseaux, les entreprises qui ont déjà des réseaux, ça va, on utilise beaucoup les collaborations. Le premier collaborateur, évidemment, ce sont les clients. Ensuite, on a des centres de recherche, on a des organismes gouvernementaux, on a quand même une étendue assez grande de collaborateurs. Par contre, dans ceux qui sont en état d'émergence, on a parfois aucune connaissance des réseaux. Alors, évidemment, ces entrepreneurs-là sont plus vulnérables parce qu'ils n'ont pas l'expertise au complet pour développer leurs produits et ils n'ont personne sur qui s'appuyer pour les aider, ce qui entraîne des risques dont on va parler tout à l'heure. Capacité d'innovation, c'est clair, tout le monde est capable d'innover sur différents domaines. Comme je disais tout à l'heure, innovation organisationnelle, mise en marché, innovation de produits, procédés. On est un peu partout, on s'ajuste rapidement. Par contre, il n'y a pas de R&D comme ce qu'on a vu dans les autres secteurs. Et l'innovation, c'est pas de la grande innovation, c'est surtout incrémental, comme je disais. Un élément qu'on a rajouté, en fait, dans les 3 E, c'est la capacité d'affronter l'incertitude. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Plus le secteur est émergent, plus le produit est nouveau, moins l'entrepreneur a des compétences et des connaissances, plus l'incertitude pour lui va être grande. Donc ici, ça amène pour pouvoir affronter ça, des relations étroites avec les clients. Et ce qui fait, donc plus la proximité est grande avec les clients, plus on va réduire l'incertitude et mieux on va pouvoir planifier ce qui s'en vient. L'environnement.
turbulence, comme j'ai dit tout à l'heure, la turbulence, donc plusieurs PME sont sur des marchés de niche avec une clientèle relativement réduite. La plupart offrent des produits traditionnels, comme j'ai dit, ce qui n'était pas tout à fait ce qu'on envisageait. La réglementation, elle est deux choses. Dénoncée par tout le monde parce que c'est lourd, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup bon, on a appelé ça la paperasse, comme on connaît bien le terme. Par contre, on a aussi l'autre côté, donc en même temps que les entrepreneurs dénoncent le fardeau que ça représente, ben, ils reconnaissent les avantages. Ça incite à innover, Annie en a parlé tout à l'heure, mais aussi, ça donne confiance sur les marchés internationaux. Donc, les clients reconnaissent beaucoup. À l'international, on reconnaît vraiment la qualité des produits québécois, canadiens, et aussi le fait que s'il y a des normes au Canada, ils savent qu'elles vont être respectées. Donc, ça permet aux entreprises d'ouvrir, d'avoir plus d'opportunités sur les marchés internationaux. Ici, au niveau des compétences, donc elles sont pas toujours disponibles dans l'environnement. Par contre, c'est influencé selon le degré d'innovation et les connaissances requises. L'accompagnement et l'intervention des pouvoirs publics, c'est très positif, donc un accompagnement relativement facile pour celles qui sont en croissance en ce moment. Par contre, c'est facile pour celles qui ont un faible degré de nouveauté. Lorsque plus le degré de nouveauté est élevé, plus l'accompagnement est difficile parce qu'on n'a pas d'experts. Et même dans certains cas, on a vu les entrepreneurs dire, ben, je peux même pas faire affaire avec un consultant parce que c'est moi qui le forme, compte tenu qu'il connaît pas le domaine, il connaît pas le produit. Donc, ça laisse les entrepreneurs les plus innovants et on a trois cas particuliers d'entreprises très innovantes qui ont développé le secteur. Et c'est intéressant de les voir aujourd'hui parce que ce sont des entreprises qui sont vraiment encore des leaders sur leur marché, mais qui ont eu beaucoup de difficultés à se faire reconnaître au départ. Les barrières. Alors, je vais peut-être passer rapidement là-dessus, étant donné le temps. Donc, on a les barrières. Je pense que peut-être une des barrières importantes ici, je vais revenir sur les difficultés à soutenir les besoins de trésorerie. Les dirigeants ne nous parlent pas de problèmes de financement comme tel. Par rapport à ce qui était annoncé dans la littérature et par rapport à ce qui était présenté dans différents travaux. Par contre, il faut faire attention à quelle phase de leur développement se trouvent les entreprises. Une PME comme ça, c'est une PME en démarrage, c'est pas une PME en croissance, puis c'est pas une PME mature. Donc, chaque phase de développement a ses particularités. L'offre de financement est pas la même à chacune des phases et les facteurs de tension sont pas les mêmes. Donc, celles qui ont des difficultés, ici, on parle de trésorerie, surtout les entreprises elles ont des rentrées de fonds qui se font, les délais pour les rentrées de fonds sont plus longs que les délais pour les sorties de fonds. Donc, autrement dit, je paye mes fournisseurs plus rapidement que mes clients me payent. Je simplifie, ce qui fait qu'elles se retrouvent en situation de déficit de liquidité pendant un certain temps. Mais pendant cette période-là, il faut respecter les normes, il faut payer les taxes, il faut assumer tout un ensemble de sorties de fonds qui est très difficile à financer. Alors, c'est pour ça que ces problèmes-là, on les voit moins chez les entreprises plus matures qui ont déjà un bon fonds de roulement, qui sont capables d'utiliser leurs autres activités pour éponger ces déficits-là. Donc, évidemment, plus l'entreprise est jeune, plus on va retrouver ce problème-là. Annie? Alors, les contributions et les limites de notre recherche. Bon, d'abord, je vais me rappeler qu'est-ce que nos résultats confirment par rapport à la littérature. Alors, les propriétaires dirigeants sont proactifs, valorisent l'innovation et l'exportation. Par contre, tous les propriétaires adoptent une orientation de forte croissance, savent analyser leurs erreurs pour ne pas les répéter. Ça nous a été dit souvent. Les PME sont très orientées sur les besoins des clients, c'est clair. On développe pas des marchés, on développe d'abord des relations avec des clients.
OK? Donc, c'est pas tout à fait les mêmes stratégies. L'adhésion des employés à la croissance, elle est extrêmement importante. Sinon, on a des facteurs de blocage. L'accès à des ressources critiques, ça constitue effectivement un enjeu réel. Ça aussi, on retrouve, on confirme ce qui est dans la littérature. Et les programmes et organismes publics sont sollicités. Donc, ici, de ce côté-là, on n'a rien de nouveau. Ce que nous ont appris nos entrevues, donc des entrepreneurs sans expertise ni expérience de gestion peuvent créer et gérer avec succès des PME à forte croissance. C'est un point assez très, très intéressant, ce qui évidemment présente des défis d'évaluation. Un seuil de croissance est fixé selon la capacité de gestion du propriétaire dirigeant. Alors, quand on demande au propriétaire, est-ce que vous avez une limite à votre croissance et en fait, oui, il y en a qui nous le disent selon je veux garder mon indépendance financière, je veux préserver la notoriété de l'entreprise, je veux préserver l'image, donc je veux pas être obligé d'embaucher du personnel que je connais pas, qui n'aurait pas la culture de l'entreprise. Donc, il y a un contrôle qui peut s'installer sur le rythme de croissance qui n'a rien à voir avec la réalisation de profits ou un objectif macroéconomique, d'enrichissement personnel. Les périodes de tension peuvent durer longtemps. Et ici, j'insiste sur le fait que on dit qu'il y a des périodes de tension dans les fortes croissances, mais on fait toujours des études en coupe instantanée. Donc, on voit pas cet effet temporel qu'on a bien senti chez les dirigeants et qui, évidemment, peut les placer en situation de détresse et détresse ultime, on voit où ça peut mener aussi. On va en parler tout à l'heure. L'élargissement de la gamme de produits n'est pas une stratégie qui est valorisée. Donc, on parle plutôt de travailler sur les produits actuels plutôt que d'étendre la gamme. D'ailleurs, certaines entreprises ont réduit leur offre de produits parce que c'était trop compliqué de gérer tout ça en même temps. L'entreprise doit parfois revoir son modèle d'affaires pour s'ajuster. Et ici, ce qui est important, c'est que les dirigeants ne l'anticipent pas. Donc, ils pensent gérer une entreprise en croissance comme l'entreprise qu'ils avaient avant la croissance, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et finalement, l'écosystème n'est pas toujours disposé à soutenir les produits nouveaux ou le marché est à construire. Alors, pour répondre à notre question, comment on peut stimuler la croissance des PME des secteurs bioalimentaires? Donc, on a repris toute notre analyse, puis on a identifié 3 acteurs clés dans ce défi-là. Évidemment, les PME, les accompagnateurs et les pouvoirs publics. Alors, je lirai pas en détail. Les PME miser sur l'innovation, oui, mais surtout la capacité à gérer l'incertitude et des situations nouvelles. Donc, pas toujours penser que demain, on va faire la même chose qu'aujourd'hui. Il faut être prêt à faire demain des choses différentes. Pour moi, adapter son organisation au rythme de l'activité, mais pour moi, l'élément le plus important et le plus grand défi des dirigeants, ça va être de ne pas travailler seul. Donc, développer leur capital social et surtout, comme ils savent qu'il va y avoir des défis, mais ils ne connaissent pas la durée et l'ampleur de ces défis-là, sur leur propre santé. Alors ça, c'est un élément sur lequel nous, on travaille, la santé des dirigeants de PME, et sur lequel on a vu des situations de vulnérables dans les entreprises qu'on a rencontrées. Donc, surveiller l'impact des périodes de tension prolongées sur leur propre santé. Pour les accompagnateurs, aider à ajuster le modèle d'affaires. Ici, je pense que ce qui est important, c'est d'adopter une vision globale et vivante. L'entreprise change. Donc, on ne peut pas mettre en place des stratégies qu'on avait hier si le marché a changé, si les clients ont changé, et ainsi de suite. Donc, il faut être capable d'ajuster régulièrement le modèle de l'entreprise et les façons de travailler. Pour les pouvoirs publics, ben en fait, évidemment, ces recommandations-là nous ont aussi été suggérées par les dirigeants. Donc, réduire le fardeau administratif. Certains dirigeants nous disaient qu'ils ont exactement les mêmes formulaires et les mêmes contraintes que les grandes entreprises. Bon, mais sauf qu'ils n'ont pas les mêmes ressources humaines pour pouvoir répondre à ces exigences-là. Des éléments importants dans le contexte aussi de pénurie de main-d'œuvre et le contexte où on pousse beaucoup sur la croissance, puis on a des dirigeants qui veulent croître, c'est l'embauche de personnel à temps partiel. Pourquoi à temps partiel? Ben, parfois, on a des besoins très, très, très précis, mais pas nécessairement pour du 35 heures semaine, 12 mois par année. Alors, de pouvoir embaucher, ça nous a été suggéré par
plusieurs chefs d'entreprise, puis il y aurait certainement des actions à faire de ce côté-là. Un soutien financier transitoire, comme je disais tout à l'heure, pour gérer les crises de liquidité. Et une solution aussi qui a été proposée par beaucoup, c'est d'assouplir les exigences pour l'immigration et réduire les délais. Donc ici, on a quelque chose sur lequel ont insisté presque tous les chefs d'entreprise. Limite de notre étude, évidemment, on a un échantillon de petite taille. On a des entretiens réalisés avec une seule personne qui est le chef d'entreprise. C'est lui qu'on voulait avoir, mais ça aurait été intéressant d'avoir, pour triangulation, d'avoir soit le directeur de production ou quelqu'un, son bras droit, par exemple, pour valider ou nuancer certaines informations. Chaque contexte était particulier. Donc, comme on est sur des marchés de niche, souvent avec une clientèle assez connue, évidemment, c'est pas toujours généralisable. Et la validité après la pandémie, évidemment, on n'a pas pu mesurer ça. Forte croissance pendant et après la pandémie, donc on y a pensé. Alors, si on avait une réflexion à faire aujourd'hui, ben, pour les entreprises qui voudraient partir en forte croissance aujourd'hui, ben, je pense qu'elles le font déjà, mais évaluer la pertinence de son offre de produits. Ici, les changements d'habitude des consommateurs, quand même, il y a eu des changements significatifs dans la dernière année. La concurrence aussi. Donc, il y a des entreprises qui étaient sur des marchés qui ont complètement transité sur d'autres marchés pendant la pandémie. Alors, qu'est-ce que ça change? Autrement dit, ça change beaucoup la concurrence pour certaines entreprises. Revoir leur modèle d'affaires, on n'a pas le choix. Il faut tenir compte maintenant de normes sanitaires, mais aussi des nouvelles habitudes de travail, compris les employés. Est-ce que le télétravail peut être viable dans certaines entreprises dans ces secteurs-là? On ne le sait pas. Implanter des mesures sanitaires strictes. Et ici, je pense que c'est important. On est dans une situation d'incertitude qui se réduit, mais qui est quand même encore importante. Donc ici, développer des compétences pour gérer les risques des différentes situations, qui est très peu fait chez les PME en général. Voilà. OK, on arrive à la discussion. Merci beaucoup, Mesdames Saint-Pierre et Royer, pour cette excellente présentation, vraiment fort intéressante et fort pertinente. On voit vraiment qu'il y a des distinctions qui sont à faire entre, en tout cas pour les PME en forte croissance et des éléments qui sont spécifiques vraiment au secteur bioalimentaire. Je pense que vous les avez bien démontrés aujourd'hui. Je pense qu'on en a appris beaucoup. Une des questions était justement des participants sur l'aspect de la pandémie. Donc, vous venez juste d'y répondre en fait, sur les besoins. Vous avez devancé la question. Je me disais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas une matière pour compléter ce volet-là, en fait, de presque faire une étude 2, en fait, un volet 2 à votre étude, c'est-à-dire de retourner voir les dirigeants que vous avez vus justement pour savoir comment ils ont vécu cette période de pandémie ou comment ils la vivent encore justement, et est-ce qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits, est-ce qu'ils ont poursuivi leur forte croissance ou est-ce qu'ils ont échoué? Je pense que ça pourrait être effectivement quelque chose de pertinent. Pour nos participants, donc on a des questions. Peut-être si je peux rajouter une grille par rapport à ce que tu viens de dire, l'effet sur les entreprises bioalimentaires, il est difficile à évaluer. Il y en a certaines que ça a créé des opportunités. Il y a certains secteurs, les Québécois se sont retournés vers l'achat local beaucoup. Donc, je pense que pour certaines entreprises, là, il y a eu une croissance qui s'est faite pendant la pandémie, puis pour d'autres qui étaient vraiment orientés très restauration, là, il a fallu c'est ça, je pense que ça serait super intéressant de faire ce portrait-là à 1 an, en fait, seulement 1 an de l'autre, de ce qu'on a fait nous, parce que il y en a qui ont dû changer complètement de marché, d'autres qui étaient déjà sur des marchés de détail, qui ont dû voir leur production croître, leur vente croître. Et il y en a d'autres peut-être, c'est ça, qui ont pas été capables de s'adapter. C'est sûr que là, quand on parle de difficultés au niveau des liquidités, il y a peut-être des situations qui ont été exacerbées. Donc, c'est difficile de savoir ce qui s'est passé. Puis la seule façon, ça serait de retourner voir ces entreprises-là. Et on en est là. Je sais pas si tu veux rajouter, Josée. En fait, moi, je rajouterais que le comportement des consommateurs, faut pas oublier que
Ça a été démontré que pendant la pandémie, il y a des gens il y a des consommateurs comme ils dépensaient moins, ben, il y avait plus d'argent aussi. Donc, on a plusieurs entreprises qui sont sur des marchés de luxe. Et ces entreprises-là, elles sont probablement, en tout cas, je suis allée voir les sites web ce matin et elles sont très dynamiques, là. Alors, ce sont des marchés de produits qui sont produits locaux, mais en plus, un marché, je pense qu'on voulait tous se faire plaisir un peu là pour passer le confinement. Et donc, ces entreprises-là aussi n'auraient pas du tout les mêmes stratégies que celles qui sont sur des produits plus traditionnels. Donc, le marché du luxe a peut-être eu un avantage pendant cette période-là par rapport au marché traditionnel. Effectivement, c'est deux bons points. Pour rebondir aussi sur ce que vous dites, je pense que peut-être, est-ce que justement la pandémie, vous aviez mentionné l'avantage concurrentiel, le premier avantage concurrentiel qui a été cité, c'était la qualité. Je pense que ça va de pair avec fabriquer au Québec. Puis on le voit beaucoup en ce moment où l'achat local, l'achat, en tout cas, on parle aussi dans le contexte actuel d'autonomie alimentaire. Donc c'est sûr que c'est une source de succès pour les entreprises, en tout cas, qui va les inciter à croître, effectivement. On a des questions donc, de nos participants. Peut-être, je ne sais pas, sachant qu'on est peu nombreux, peut-être qu'on peut laisser la parole directement aux participants. Donc, j'inviterai peut-être Bernard Correille à poser sa question en direct. Donc, ma collègue va vous donner la parole. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, Oui, oui. donc ma question, en tout cas, merci aux participantes, aux présentatrices, pardon, pour cette conférence-là, que je trouve vraiment très, très, très intéressante. Ma petite question, j'ai été quand même surpris de voir que pour les entreprises, en fait, qui ont terminé leur croissance, je crois l'innovation, la prise des risques était un facteur assez négligeable. Et je me posais la question de savoir, est-ce que dans des environnements qui sont qualifiés de plus en plus disruptifs, est-ce qu'on peut conclure que les entreprises en fait qui ont terminé leur croissance sont beaucoup plus résilientes ou plus agiles que celles qui sont en cours de croissance, vu qu'elles reposent énormément en fait leur expérience sur des mentors, tout ça. Est-ce que on peut tirer, c'est sûr que c'est une étude en fait pas généralisée, mais selon vos intuitions, est-ce qu'on peut aller vers ce type de raisonnement-là? Annie, je vais répondre. En fait, on n'a pas dit que celles qui ont terminé leur croissance étaient moins innovantes et prenaient moins de risques. Ce qu'on dit, c'est qu'on s'attendait à une prise de risque plus élevée, donc elles sont prudentes, mais ça s'applique aux deux groupes. Ça s'applique autant à celles qui sont en croissance aujourd'hui par rapport quand on parle de prise de risque, nous, le mot planification, par exemple, le mot prévision, c'est pas des mots qu'on retrouve dans la littérature très, très fortement là, sur les entreprises à forte croissance. Là. OK? Donc, on parle de beaucoup d'adaptabilité, beaucoup lorsqu'on parle de résilience et on va tomber, mais on va se relever. Alors qu'ici, on a vu des entreprises, oui, elles savaient qu'elles allaient tomber, mais elles essayaient d'éviter de tomber, ce qui n'est pas pareil. Donc, en termes de gestion de risque, elles anticipaient certaines difficultés et dans certains cas, dans plusieurs cas, elles évitaient. Donc, elles choisissaient d'autres stratégies. Est-ce que, et elles sont innovantes, est-ce que les innovations magistrales dans le cas dans le cas du secteur bioalimentaire, il y en a pas non plus des masses. Donc, c'est pas des secteurs qui sont réputés pour avoir des grandes innovations, sauf peut-être en fait, ce qui s'est passé dans la dernière année, c'est probablement toutes les entreprises, le commerce en ligne. OK? Donc ça, nos entreprises n'étaient pas pour plusieurs, elles n'avaient pas de vente en ligne. Donc ça, c'est probablement ce qui aurait été fait chez toutes les entreprises au cours de la dernière année. Peut-être que je réponds pas directement à la question, vous me le direz, mais ça me permet de rajouter un point important, c'est que un des grands défis de l'innovation chez les entreprises du secteur bioalimentaire, puis chez les PME en général, c'est que plus leur produit est nouveau,
plus elles ont de la difficulté à le mettre en marché parce qu'elles sont très concentrées sur le développement. Et quand arrive la période de mise en marché, c'est d'autres compétences qu'on a besoin. On a besoin des experts en marketing. On a besoin d'experts en communication. Et ici, elles rencontrent des difficultés. Et ça, c'est vrai dans à peu près tous les secteurs et pour les PME. Et je regarde, par exemple, il y a 2 ou 3 entreprises qui nous ont mentionné sur des produits très nouveaux. Elles nous ont mentionné qu'elles enviaient les PME du secteur des produits de l'érable parce que il y avait des groupes de recherche qui travaillaient sur le secteur. Il y avait donc ce secteur-là, il y avait beaucoup de promotion des produits de l'érable et évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et ça favorisait les producteurs de produits. Alors que lorsqu'on est dans des produits très nouveaux, l'entrepreneur, il a réussi à développer son produit. Il y en a qui gagnent des prix pour la qualité de leur produit, mais là, il faut instruire le client. Il faut former le client et là, on est dans d'autres défis chez les PME. Alors, je ne sais pas, Monsieur Correille, si je réponds à votre question. Effectivement. Merci Oui. beaucoup. Okay. Peut-être que je pourrais rajouter aussi, qui dit disruptif dit changement puis dit opportunité. Ça, c'est une chose. Donc, il y a des entrepreneurs qui vont saisir ces opportunités-là. Et deuxième chose, dans le groupe de 5 entreprises qui ont connu leur croissance plus dans les années 2000, il y en a 3 de ces 5-là qui étaient de retour en forte croissance. Oui. Aujourd'hui, quand on les a interviewés. Donc, c'était même difficile pendant l'entretien de dire non, mais non, on doit retourner, parce que quand on leur parlait de forte croissance, ils pensaient à la phase où ils étaient en ce moment, la période qui était, et donc, il fallait les retourner dans les années 2000. Non, mais quand vous étiez dans votre première phase. Donc, il peut y avoir des retours à la croissance. Dans la vie là, d'une entreprise, il peut y avoir plusieurs périodes de forte croissance, là. Merci. Je vais donner maintenant la parole à Jean-Anthony Basile qui nous écoute depuis Haïti et qui avait une petite question justement sur l'aspect collaboration internationale avec des PME canadiennes. Bonjour à toutes et à tous, félicitations aux présentatrices et à toute l'équipe qui ont contribué à la réalisation de cette étude. Et ma première question, c'est est-ce que il y a certaines des entreprises que vous avez rencontrées qui sont intéressées à des partenariats internationaux, surtout en Haïti? Et si oui, comment est-ce que moi, en particulier, je pourrais prendre contact avec cette entreprise, peut-être à travers le site web, je sais pas. Et l'autre question, c'est comment est-ce que je peux procéder pour avoir les résultats de cette étude? Merci déjà. Est-ce que tu veux répondre, José? Mais en tout cas, pour, moi, je pour peux la- peut-être. Oui, Ben, vas-y. en tout cas, les entreprises qu'on a rencontrées, moi, on n'a pas discuté de cette question-là avec elles. Donc, je pourrais pas vous dire avec certitude si elles ont des collaborations ou pas. C'est pas ressorti là dans les entretiens, par contre. C'est ce que je peux vous dire. Pour prendre contact avec les entreprises, c'est sûr que nous, on a tout un volet confidentiel, hein, ces entreprises-là. On ne doit pas divulguer qui on a rencontré. Donc là, je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner, quel pourrait être leur intérêt, j'ai aucune idée. Puis, pour l'étude comme telle, elle est publique, elle est sur le site Internet du Cyrano. Donc, peut-être qu'Ingrid pourrait donner plus d'informations là-dessus, là, mais il n'y a aucun problème à avoir accès à l'entièreté de l'étude. Je ne sais pas si, José, tu veux ajouter quelque chose? Ben, peut-être ajouter, comme on est dans un secteur très, très normé, avec beaucoup de règlements, il y a plusieurs PME qui ont qui ont des collaborations à l'international, mais elles réussissent à développer ça beaucoup par les ministères. Alors, par exemple, le ministère de MAPAC va aider. Je sais pas, Annie, tu pourras me corriger sur le ministère, mais ils vont aider, par exemple, à participer à une foire alimentaire à tel endroit dans le monde. OK? Donc, il y a beaucoup de contacts qui se font comme ça.
via les ministères. Alors peut-être parce que c'est étant donné justement il y a des c'est pas c'est des entreprises dépendant des produits évidemment, il y a des sensibilités sur certains produits là. Donc il y a des produits où les intrants sont fabriqués au Québec, ils sont développés au Québec, sont produits au Québec et ça je sais pas si ça peut être produit ailleurs sur un autre terroir, faudrait voir, mais ça n'empêche pas une commercialisation sur la transformation. Mais ça, il faut voir avec les normes dans le secteur alimentaire. Merci, chère présentatrice. Merci bien. Pas d'autres questions des participants. Moi, j'aurais une question. Par contre, vous avez parlé de la collaboration avec les centres de recherche, qui était également un des facteurs de succès. Est-ce que vous avez eu plus de précisions ou en tout cas des centres de recherche identifiés par les entreprises qui ont vraiment bénéficié en fait à ces entreprises-là, ou quel type de profil de centre de recherche a été utile pour les entreprises que vous avez pu rencontrer? Je peux peut-être parler. Il y a des CCTT, Mm-hmm. il y a le CNRS aussi à Longueuil. Donc, c'est dans certains cas, il y a des recherches quand même pas fondamentales parce que ça reste appliqué sur un produit, là, mais vraiment de la recherche de très, très haut niveau. Puis, dans d'autres cas, on va utiliser les services du centre de recherche parce qu'on n'a pas les équipements pour développer les prototypes, par exemple. Donc là, on peut travailler avec des CCTT. Il y en a qui sont spécialisés dans différents volets de l'alimentaire. Puis, je pense que Annie, J'ai vu aussi des partenariats avec les universités. oui, c'est Donc, vrai. développer des procédés de conservation innovateurs vraiment là, que personne ne fait dans le monde. Là. Ils vont faire souvent des partenariats. En tout cas, moi, j'ai vu 2 entreprises, des petits partenariats, si jamais, mais qui développent des choses avec des centres de recherche universitaires. Peut-être je peux rajouter ce qui était dans ces cas-là, ce que les gens nous disent, puis on avait confirmé la chose dans une autre étude, c'est qu'ils collaborent pas avec un centre de recherche, ils collaborent avec un chercheur dans un centre de recherche. Donc il y a beaucoup de relations personnelles dans ça. Il faut qu'il y ait un clic, si on veut, avec les personnes, le chercheur, puis on va retrouver les étudiants impliqués dans certains travaux justement pour faire progresser. Il y a un secteur qui est très utilisateur de ça. Dans un secteur plus nouveau, l'entrepreneur ne pouvait pas convaincre les chercheurs universitaires parce que le produit était trop nouveau. Puis cette personne-là n'avait pas le financement pour justement permettre aux chercheurs de financer le développement. Alors ça, c'est une des difficultés qu'on peut voir. Parfait. Et pour rebondir un petit peu sur les collaborations avec les centres de recherche, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait une grande connaissance de ces mesures en fait qui étaient offertes par les centres de recherche, par les CCTT pour les PME en croissance ou même pas forcément en croissance, ou c'était quelque chose qui n'est pas encore nécessairement connu et qu'il faudrait valoriser ou pour lesquels il faudrait avoir davantage d'informations pour les PME? Si je peux me permettre, lorsque ils sont en développement de produits, ils sont quand même assez curieux, hein. Ils fouillent beaucoup, ils cherchent beaucoup. Puis c'est ça d'ailleurs dans 2 cas, ils sont allés à l'international. Alors je pense, même s'ils le savent pas au départ, s'ils n'ont pas cette connaissance-là au départ, ça les empêchera pas nécessairement de le trouver en cours de route. Mais là, il faut faire attention, on était avec des entreprises qui ont connu la croissance. Un des intérêts, évidemment, une des limites de cette étude-là, c'est qu'on n'a pas interrogé des gens qui n'ont pas fait la démarche de croissance. Et là, on pourrait retrouver un peu plus de variété sur ce que vous dites, par exemple, des gens qui savent pas, des gens qui hésitent. Donc, un de nos recommandations dans le rapport, puis un de nos éléments de réponse, c'est d'aider à réduire l'incertitude. Et dans l'incertitude, il y a l'incertitude technologique, il y a l'incertitude sur la production, comment on va le faire, le produit, quel procédé de fabrication utiliser, et ainsi de suite. Alors, il y a finalement, prenons 2 échantillons de PME. Celles qui ont connu une croissance, qui savent, qui sont un peu mieux connectées sur l'information, excusez-moi, le téléphone sonne, et celles qui n'ont pas
entamer la croissance et là, qui sont peut-être moins au fait de l'existence de tout ça. Puis peut-être que je peux rajouter un truc. C'est sûr que là, nous, notre échantillon ne nous permet pas de faire des statistiques, quoi que ce soit. Donc, ça peut rester un peu anecdotique, mais ceux, par exemple, qui ont fait affaire avec des centres de recherche universitaires, c'est souvent des gens qui ont un diplôme universitaire, qui sont passés par cette université-là, qui connaissent le système universitaire, qui connaissent les centres de recherche, même si ils n'ont pas fait leurs études en biologie ou en micro. Souvent, ils vont les faire, ils vont être avocats mais ils connaissent le système. Et là, ils vont plus facilement peut-être accéder. Mais je dis ça avec toute réserve, là, on n'a pas fait le lien dans cette étude-là. Non, mais c'est une bonne remarque, je pense, effectivement, le lien entre l'expérience ou en tout cas la formation du dirigeant versus la connaissance de ses collaborations avec les centres de recherche ou avec les universités. C'est une bonne question. On n'a pas d'autres questions des participants. Est-ce que autour des participants, il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions à nos deux conférencières? Sinon, j'aurais une dernière question. En fait, vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, la question de la vente en ligne. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi d'actualité, en fait, comme source de vente, bien entendu. Et est-ce que ça, vous avez pu voir un intérêt de la part des PME en croissance pour essayer d'utiliser ces nouveaux canaux de commercialisation? C'est sûr qu'on revient un an en arrière, c'est un petit peu différent, le contexte a beaucoup évolué. Mais est-ce qu'on sentait déjà cette volonté de la part des dirigeants que vous avez pu rencontrer d'utiliser ces technologies numériques pour vendre leurs produits? J'imagine que ça dépend aussi du produit qui était commercialisé et peut-être qu'ils vont faire appel directement avec des distributeurs ou des choses comme ça, mais en tout cas, c'est... Je sais pas, Annie, c'est comme moi, je suis allée sur Internet ce matin, puis plusieurs de nos entreprises ils sont en ligne, puis ils ont toutes, mais ça dépend des produits. Et il y avait un cas intéressant c'est l'utilisation des réseaux sociaux aussi, de plus en plus. Donc, il y avait, dans le cas d'une entreprise qui utilisait beaucoup les réseaux sociaux pour tester, donc faire la promotion de ses produits auprès d'un marché particulier. Donc, ils faisaient la promotion l'un de l'autre. C'était assez intéressant comme façon de faire pour amener son produit à pénétrer des marchés plus larges que ce qu'elle connaissait, elle, la personne. Donc, donc l'utilisation des réseaux sociaux, oui. Je pense qu'ils seraient pas fermés. Puis pour ce qui est de la vente en ligne, ça c'est déjà acquis là. Pour tous ceux, en tout cas il y en a peut-être 2 ou 3 qui seraient pas, ça serait plus difficile, mais sinon c'est fait. Il y en a qui sont peut-être pas en commerce en ligne parce que la taille de l'entreprise est trop importante. Ils vendent au détail, en gros volume, là, c'est pas intéressant de faire de la vente en ligne. Ouais. La plupart, ils ont des sites Internet, puis je pense que là, pour ceux qui vendaient dans les restaurants, ils se sont retournés vers l'offre par livraison. Donc, il y a eu sûrement des développements. Ça serait à regarder là, comment ils ont développé leur site Internet par rapport à la vente, la livraison. Là. Mais il y en a très peu qui n'étaient pas du tout là. En tout cas, on va terminer le webinaire. Je pense qu'on n'a plus d'autres questions de nos participants. Je tiens encore une fois à vous remercier, Mesdames Saint-Pierre et Madame Royer, pour cette excellente présentation. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, justement, sur les facteurs qui peuvent stimuler la croissance des PME dans le domaine bioalimentaire. Je vous rappelle à tous que le rapport est public sur le site web de Cyrano. Donc, je vous ai mis le lien web dans l'onglet de conversation. Et je vous invite également à surveiller nos prochains événements. Nous avons pour chaque rapport de projet qui sort à Cyrano, en fait, ce genre de webinaire qui est offert. Donc, ça permet vraiment de pouvoir avoir accès aux chercheurs, de discuter avec eux, de poser vos questions. Je pense que c'est très, très intéressant et très important. Donc, merci encore à nos conférencières, merci aux participants et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.